L'épisode de la quête secondaire. Alors ouais, c'est très centré sur Mérida. Hein, à nouveau, on revoit Mérida. Dans une histoire qui est quand même mieux menée que celle de l'épisode 5, je vais pas le nier. Hein, je veux dire un truc par rapport à cette histoire, tant qu'à faire tout de suite. Ça servait absolument à rien du tout. Mais rien du tout ce qui a été mis en place dans l'épisode 5. Vous auriez juste pu dire que Mérida existe, elle a du mal à gérer ses nouvelles fonctions de reine. Paf, il n'y avait pas besoin de faire cette espèce de d'intrigue à la con où les autres clans ont pris ses frères en otage et tout et tout. Ça ne sert absolument à rien dans le développement de cette histoire-là. C'est l'histoire de dire, hein, je le dis rapidement. Donc ouais, on commence avec des flashbacks autour d'elle et de son père, avant de partir à la guerre contre une espèce d'ennemi inconnu qui s'est infiltré dans leur pays. Et avant ça, le roi Fergus a décidé d'aller voir la fameuse sorcière, oui, parce que là, c'est comme pour... c'est exactement la même chose que pour l'histoire avec Elsa et Anna dans la saison 4, début de la saison 4. On reprend exactement les mêmes détails d'histoire avant. Donc il part du fait qu'elle a fait une potion qui a changé sa femme et ses enfants, ses fils, en ours. Voilà, c'est clairement évident. Il y a les mêmes personnages avec exactement les mêmes looks qui reprennent les designs à l'identique. Celle dont le design est le moins proche de qui elle est, c'est sans doute la mère de Mérida qui a un rôle de tapisserie, sincèrement. Elle existe, mais bon, voilà, ça m'agace un petit peu étant donné que c'est un genre mon perso préféré du film, mais c'est pas grave ça. Donc ouais, le roi Fergus demande à la sorcière de lui faire une espèce de casque magique, on sait pas trop à quoi il sert, juste avant de partir en guerre. Et, euh, et puis en gros, ouais, le flashback ne va pas être très long à raconter, c'est juste un préparatif de guerre où les hommes ont du mal à faire confiance à la fille Mérida qui essaye de s'intéresser à ce qui se passe. Et il y a Mulan qui est là, qui réapparaît pour l'entraîner. Voilà, le roi Fergus a fait appel à elle pour l'entraîner, elle l'a préparé un petit peu au combat. Et voilà, petit détail à nouveau, parce que j'ai l'impression qu'ils savent pas super bien gérer leur petit, le côté temporel de la chose. Ils disent 2 ans plus tôt. Donc 2 ans plus tôt, c'était une période où il me semble la malédiction de Regina était défaite. Et donc, ouais, Mulan était soit dans la période où elle était encore auprès d'Aurore et de Philippe, soit dans la période où elle venait de les quitter. Et dans tous les cas, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi elle serait pas auprès d'eux en étant appelée par le roi Fergus comme ça? Je comprends pas très bien. Et je dis, ah tiens, je vous quitte un petit moment pour ça. Avec ce qui se passe, c'est pas du tout l'impression que ça donne. Et ça peut clairement pas être après qu'elle a quitté Aurore et Philippe parce qu'elle a pas pu avouer ses sentiments à Aurore. Parce que l'épisode insinue clairement que 2 ans plus tard, Mulan est en pleine dépression. Elle a complètement perdu son honneur, sa façon de voir les choses parce que elle a eu son chagrin d'amour et tout et tout. C'est clairement dit dans le présent. Donc ouais, niveau temporalité, moyen, moyen. Mais c'est pas grave, donc ouais, il y a des petites tensions avec les hommes qui disent ah, une femme, voilà, subtilité zéro, surtout quand je vois qu'il y a le personnage de Mulan où il gère beaucoup mieux le côté guerre et le fait que les femmes sont pas très bien vues par rapport à ça. Là, c'est juste, ah, regardez comme les hommes sont machos. Ouais, bon. Et donc, la guerre. Le combat contre l'envahisseur commence pendant que Mulan a essayé de distraire Mérida, mais elle s'en est rendue compte et elle essaie quand même de participer, mais elle ne peut rien faire et de loin elle observe son père se faire tuer par le commandant de l'armée ennemie en essayant de lui décocher une flèche de loin, mais vraiment de très loin mais elle le rate. Donc ouais, c'est à cause de ça que les gens l'ont considéré comme pas apte à être, à être reine, d'après ce que Mérida a dit. C'est n'importe quoi, je veux dire, n'importe qui aurait loupé la personne à genre 100 mètres de là d'où elle était, quoi. C'est complètement ridicule, mais bon. Donc ouais, le flashback assez bof en soi, ça met en place deux trois petits trucs par rapport à la nature du casque magique, on y reviendra, mais en dehors de ça, assez bof, je trouve. Mais bon, donc dans notre présent, Mérida
Donc, et fait suite à ce qui s'est passé dans l'épisode 5, elle est pas prête, elle se sent pas encore tout à fait prête à diriger les gens, elle sent que ça va être la partie difficile. Mais au moment où elle s'apprête à être couronnée, il y a la sorcière qui fait éruption en disant hey, votre père a passé un contrat avec moi en échange de cette espèce de casque magique. Donc, soit vous me le rendez, et soit vous me le rendez pas, et à ce moment-là, je maudirai tout le monde en les transformant en ours, parce que c'est la seule magie que je connais. Je peux créer des casques magiques et transformer les gens en ours, c'est à peu près tout ce que je peux faire. Ouais, donc, il pose cette malédiction et donc Miranda se dit ah, il faut retrouver ça et il faut qu'on retrouve le casque et apparemment il a été piqué par le type qui a tué mon père. Là, donc elle se dit ah tiens je vais essayer de le retrouver avec l'aide de Mulan qu'elle le retrouve je sais pas comment à un bar du coin. Ouais, je sais pas, elle l'a retrouvée, elle savait qu'elle était là Mulan parce que voilà, gros coup de chat, elle aurait pu être n'importe où ailleurs puisque comme elle dit elle est un peu désemparée, elle a perdu un petit peu sa hargne Mulan après son chagrin d'amour donc pourquoi elle se retrouve à cet endroit-là particulièrement plutôt qu'un autre, c'est juste un gros coup de chat pour que Mérida la retrouve assez vite. Hein. À peu près ça, quoi. Donc voilà, et malgré le fait qu'elle soit désemparée, qu'elle ait plus trop la hargne, Mulan, elle décide quand même de l'aider. Mais c'est là qu'ils vont être un petit peu interrompus par Arthur et Zelena. Et parce que, mine de rien, il va y avoir quelques persos principaux dans l'histoire là-dedans. Pas beaucoup, c'est ça que j'aime bien, j'y viendrai. Voilà, Arthur et Zelena, après avoir été défaits par Emma, Merlin et compagnie, se disent ouais, il faut trouver un moyen de rassembler mes hommes et tout et tout. Et c'est pour ça que je vais avoir besoin de ce casque. Et donc, ils décident d'utiliser la magie de Zelena pour se rendre dans le pays de Mérida et pour retrouver le casque auprès de la sorcière parce qu'il y a qu'elle qui peut créer ce casque. J'en sais rien, Zelena a montré qu'elle avait le pouvoir de battre la fameuse sorcière en question. Je veux dire, elle le dit lui-même, personne ne me bat en sorcellerie, alors que la sorcière essaie de les empêcher d'entrer, mais non, Arthur se dit pas, et si tu crées ce casque toi-même via le même sort? Nope. Il y a que cette sorcière qui a pu le faire. Ok, eh bien, T'as trouvé un sort rapidement comme ça qu'elle a pu jeter en 10 secondes pour contrôler Merlin, mais ça... Ouais, donc oui, suite à ça, en forçant un petit peu la sorcière à parler, ils savent que Mérida et Mulan sont sur la trace du casque. Et ils décident donc de leur faire un petit coucou pour lui voler l'arc du roi Fergus que Mérida avait afin de trouver un moyen de pister le casque en question. Et ils ne font pas que dire ça, il y a aussi Arthur qui lui raconte un petit peu, c'est quoi ce casque en fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et le casque magique, il a le pouvoir d'inciter très fortement les gens à vous suivre jusqu'à la mort. C'est-à-dire les gens qui vous suivent seront prêts à aller très loin, à se battre jusqu'à la mort si vous portez ce casque. Et c'est là que Mérida se dit ah mais ça veut dire que son espèce de charisme, le fait qu'il ait pu mener ses hommes, en fait c'est pas dû à lui-même, mais c'est dû à ce casque. Et elle est désemparée, elle se dit elle a perdu espoir. Mérida se dit oh c'est trop tard, tant pis, j'arrête, je laisse tomber. Tandis que Mulan en voyant abandonner se dit ah non mais c'est pas bien, il faut qu'elle se ressaisisse et se dire il faut que je trouve un moyen d'arranger ça. Et elle décide de se rendre dans la chaumière de la sorcière. Et elle tombe sur son loup domestique qui était déjà apparu rapidement avant. Là. Donc il n'était pas présent il y a 2 ans, mais il est présent tout de suite. On va en parler dans 30 secondes ça. Et alors, le ta gueule c'est magique de l'épisode parce qu'il en faut un à chaque fois. Hein, c'est impératif. Elle se rend compte tout de suite, Mulan, que c'est pas un loup comme ça et que c'est une transformation magique parce que intuition, j'imagine. Et en renversant la marmite de la sorcière, ça retransforme le loup en la personne qu'elle était avant, c'est-à-dire Rouge. Ok, on va revenir sur le fait que Rouge réapparaît, mais gros coup de chatte quand même Mulan, le fait que la marmite magique contienne pile poil ce qu'il faut pour retransformer le loup en rouge. Waouh! Cet épisode aime bien balancer les trucs magiques qui arrangent la situation comme ça, hein. Depuis le début de cette saison, ça n'arrête pas, hein. C'est dingue. Donc ouais, Rouge.
donc est libérée du sort et elle raconte un petit peu à Mulan comment elle se retrouvait là pour essayer d'excuser le fait qu'elle a été absente depuis la saison 4 aux téléspectateurs. Et ben voilà ce qui s'est passé à la fin de la saison 3 après que le voyage dans le passé a été résolu avec Emma et Kylian. Rouge s'est dit, tiens, je me sens pas à ma place ici. Elle a une petite conversation avec Blanche-Neige. Elle dit, je me sens pas à ma place ici. J'ai besoin de retourner dans la forêt enchantée pour retrouver un peu des gens comme moi, etc., etc. Et donc Blanche il le prend bien. Elle se dit, oui, va trouver ta place. Et c'est là que Rouge lui présente. Tu sais que le géant Hurley a réussi à sauver un haricot magique de son champ. Et je vais l'utiliser toute seule pour rentrer dans la forêt enchantée, sans demander leur avis à n'importe qui d'autre. Juste un truc. Vous avez complètement oublié le fait que vous vouliez retourner dans la forêt enchantée. Vous essayez même pas de proposer à d'autres personnes qui seraient dit ouais, vous savez, ma vie dans la forêt enchantée me manque, j'ai pas forcément envie de rester à Storybrooke, j'ai eu une vie beaucoup plus importante avant. Non, c'est juste Rouge qui part toute seule. Là, il y avait David et Blanche-Neige qui ont fini par se décider, ouais, ce serait bien qu'on retourne dans la forêt enchantée pour réparer un peu les erreurs, reformer notre royaume et tout, aider les gens. Nope! Plus rien à branler. C'est Storybrooke, notre vie, on s'en fout complètement de la forêt enchantée maintenant. Ouais, super. Donc ouais, excuse un petit peu bidon, je vous le cache pas, pour ça. Je veux dire, ok, ça fait vaguement le café quant à la non-présence de Rouge, mais j'en sais rien, ça appuie un truc que j'aime pas depuis quelques temps, c'est-à-dire le fait que tout le monde se pose à Storybrooke et que ça les gêne pas du tout, une seule seconde maintenant, d'être éloigné de la forêt enchantée, de plus y être. Voilà, ils ont complètement embrassé leur nouvelle identité, ils s'en foutent royalement de la forêt enchantée, ça fait un peu chier, personnellement, mais c'est pas tellement imputé à l'épisode en lui-même qu'à la série depuis la saison 4 à peu près, la saison 3, 4, depuis ce temps-là, ils n'ont plus rien à foutre de la forêt enchantée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin bref. Elle explique donc qu'elle a cherché un peu partout, mais elle n'a pas trouvé les siens dans la forêt enchantée, et elle a fini par tomber sur la sorcière, et qui l'a transformée de force en son loup domestique, sans qu'elle puisse rien y faire. Retenez bien ce détail-là. Donc ouais, maintenant qu'elle a trouvé cette nouvelle amie, Mulan, elle se dit, ouais, on va un moyen de repister la trace de la personne qui a tué le père de Mérida. Et elle convainc Mérida de ne pas lâcher l'affaire tout de suite, de suivre l'odorat, le nez de Rouge. Et le nez de Rouge les mène directement à Arthur. Arthur qui a lui-même retrouvé le casque en question qui était enfui quelque part dans un lac. Elle a sombré dans un lac. Parce que oui, c'est un truc qu'on apprend à la fin du flashback. Le chef de l'armée qui a attaqué le royaume du roi Fergus, c'était Arthur. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un moyen de retrouver Excalibur. Et il a décidé d'être hostile pour je ne sais quelle raison. Ok, voilà, ça c'est un truc qui me déplaît avec Arthur depuis quelques épisodes. Ce type n'a plus aucune subtilité, quoi. C'est un méchant. Je dois avoir le pouvoir et la gloire. Pendant l'espace de 30 secondes au tout début de l'épisode, je me suis dit, ok, il essaye de lui garder une espèce de fausse noblesse, une espèce de faux sentiment de noblesse, mais non, quoi. Le mec, ça l'a pas dérangé d'attaquer un pays alors qu'il pouvait juste demander, on fait des recherches, vous sauriez pas quelque chose? Non, alors on l'attaque comme ça. Parce qu'on est des connards maintenant, j'en sais rien. Et puis son armée l'a suivi sans trop de problèmes à ce niveau-là, oui, parce que, ouais, après coup, il raconte, ouais, j'ai essayé le fameux casque de ton père, mais c'était pas le casque magique, ça n'a pas aidé mon armée à suivre mes ordres aveuglément. Alors que, sans vouloir être vexant, au tout début de la saison, on voit quand même qu'il a des tonnes de fidèles qui sont prêts à suivre ses paroles assez loin. Je veux dire, le mec qui s'est suicidé avec le poison qu'il lui a donné, c'était super fort, ça montrait à quel point les gens lui étaient fidèles, même si c'était une illusion. Et là, non, rien. Allez vous faire foutre.
allez vous faire foutre, vous n'avez absolument aucune idée de ce que vous vouliez faire avec Arthur, c'est ça. Punaise, là où Peter Pan avait une psychologie bien gérée du début à la fin, je trouve, bon malgré quelques petits hicks, mais c'était pas gravissime, vous foirez complètement le personnage d'Arthur. Maintenant, c'est juste un gros méchant, sans vraie profondeur, sans quoi que ce soit qui le rende particulièrement complexe. C'est juste quelqu'un qui dit ah, je dois avoir le pouvoir. Donc, ouais, pas aimé ça, vraiment pas aimé. Mais bon, ça réconforte aussi Mérida un petit peu d'apprendre ça, que son père s'est dit non, en fait, je vais pas reposer sur la magie pour diriger les miens, et tout, et c'est pour ça qu'il a jeté le casque. Voilà, ça amène un combat entre elle et Arthur pendant que Rouge endort Zelena avec une petite poudre de sommeil qui dure, qui dure 30 secondes à peine. Je veux dire, le combat entre Mérida et Arthur dure 30 secondes, quoi. Et 30 secondes plus tard, elle est réveillée, Zelena, quand même. Je trouve ça dingue. Mais bon, c'est un petit détail, ça. Donc ouais, Mérida, malgré ses efforts, n'arrive pas vraiment à battre, à avoir le dessus sur Arthur, mais elle est aidée par les autres clans qui viennent lui prêter main forte et qui viennent montrer qu'ils sont solidaires maintenant derrière elle et tout. Elle a montré qu'elle avait des qualités de leader et ça se termine bien pour elle, pendant qu'Arthur et Zelena rentrent bredouille. Ce qui fait donc de ça une quête secondaire qui ne mène absolument à rien pour l'histoire principale. C'est pas gravissime. C'est pas gravissime ce détail-là. Je n'ai rien contre les épisodes où ça ne fait pas beaucoup progresser l'intrigue en soi. Sachant que ça fait progresser certaines choses, c'est pas non plus, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est intéressant quand ça aide à développer certains personnages. Et en soi, le développement des personnages est pas mal. Bon, très rapidement, je vous fais la fin. La sorcière vient à récupérer son dû, le casque, mais Mérida lui dit non, je ne vous rendrai pas, je vais le détruire parce que personne ne devrait avoir un tel pouvoir. Et c'est là que la sorcière lui dit « Ah, bien joué, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses, c'était un test. En fait, je suis gentille. » Et oui, c'est ce qu'il dit « Ouais, c'est bon, c'était juste pour te tester et tout. » D'ailleurs, il lui donne un cadeau, une espèce de... une bière magique pour parler rapidement à son père mort, parce que ça lui permet de parler avec les morts et de dire « Ouais, elle était gentille depuis le début. » Seulement, petit hic par rapport à ça. Si cette sorcière est gentille, pourquoi elle a transformé Rouge en loup obéissant contre son gré? C'est pas très gentil ça, hein. Et ils adressent pas ça, quoi. Ils se disent pas, ah ouais, au fait, ouais, c'était gentil de ta part de nous faire passer ce test, de montrer que t'es pas une salope, mais ouais, c'était quand même très salaud de ta part de transformer Rouge comme ça, non, personne ne le dit, quoi. Ok, c'est bon, elle est gentille, en fait, elle a juste fait ça pour la tester, pour montrer, pour faire ressortir le grand leader en elle, et tout, c'est... Ouais, mais Rouge, ouais. Mais enfin bref, Mérida est prête à embrasser son rôle de leader, tandis que Rouge et Mulan décident de repartir en duo, arpenter les forêts et tout pour essayer d'aider Rouge à retrouver les siens, etc. Ce qui pourrait être pas mal si elles réapparaissent. Je pense pas que c'est pour rien qu'ils les ont réintroduits, ça m'énerverait un petit peu qu'elle n'ait plus aucune importance dans la suite. Et voilà, Mérida se dit ouais, je suis prête à embrasser mon nouveau rôle après une scène assez touchante avec son père, hein, je ne le dis pas, hein, lorsqu'elle lui parle alors qu'il est mort. Et elle se dit ah Arthur, tu vas me voir venir et tout. Donc ouais, j'imagine que c'est l'excuse pour justifier le fait qu'elle va être dans la zone des gens pris par la malédiction qui m'a balancé. J'imagine. Ok. C'est pas mal. L'histoire est vraiment pas mal autour de Mérida, malgré quelques gros hicks que j'ai déjà signalés. J'apprécie particulièrement le fait que on se soit centré vraiment que sur des persos secondaires. Je suis pas fan de Mérida à la base, je vous l'ai déjà dit, et sincèrement ça change pas grand chose, mais honnêtement, là j'aime bien Rebelle. N'allez pas croire que je trouve que Rebelle est un film pourri ou quoi que ce soit, je trouve qu'il est correct. Mais il y a certains aspects que j'ai pas aimé dans ce film, et l'épisode 5 reprenait des mauvais aspects pour moi. L'épisode 9 reprend de meilleurs aspects du film que j'ai bien mieux apprécié que dans l'épisode 5, donc j'avoue que c'était pas trop mal.
cette espèce de backstory sur elle qui a un peu de mal à se faire à son rôle de leader, si on prend pas en compte cette espèce de message féministe, oh regardez comme les hommes sont sexistes, qui était complètement... qui n'avait aucune pertinence et aucune subtilité à deux trois moments, ça passait très bien à ce niveau-là. Mulan qui s'incorpore là-dedans, ça allait aussi correctement et ouais, la façon dont Rhea apparaît rouge est chiante, je vais pas le nier, mais c'était quand même plaisant de la revoir. Je veux pas le nier, c'était plaisant de la revoir et ça fait plaisir de voir que on a que des persos secondaires, on n'a aucun perso principal. Bon, on peut dire Arthur et Zelena sont un peu des persos principaux de cet arc et j'imagine qu'ils sont bien partis pour faire de Zelena un perso principal à partir de maintenant, ce qui enfin bon, histoire de dire. Mais voilà, à part Blanche-Neige qui a une petite discussion avec Rouge, on n'a aucun perso principal qui apparaît là-dedans. Pas de Rumpelstiltskin, pas d'Emma, pas de Regina, etc. C'est rafraîchissant. Et j'ai apprécié ça. Et même si ça fait pas beaucoup avancer le Schmilblick, j'en suis parfaitement conscient, de dire, cette espèce de casque à la con, il va avoir aucune incidence. Sincèrement, Zelena et Arthur auraient pu ne rien faire du tout, et ils en sont exactement dans la même situation qu'au début, quoi. Et je sais, il y a juste le fait que Mérida va essayer de participer à aider à vaincre Arthur parce que c'est la chose juste à faire et tout, et ça justifiera le fait qu'elle va être présente dans Storybrooke après, ok. Peut-être que ça s'incorporera bien ou pas, j'en sais rien, mais ouais, ça n'a aucune incidence sur énormément de points et ouais, je peux comprendre que ça gêne. Ça va pas énormément gêner parce que ça a aidé à faire revenir certains persos que j'aime bien. Si ils sont bien gérés par la suite, surtout Mulan, je serais vraiment pas contre qu'ils réintègrent Mulan. Je sais pas, Rouge peut-être aussi, ce serait cool aussi qu'ils réintègrent Rouge, parce que voilà, c'est ces deux personnages que j'ai bien aimés quand ils sont apparus, et je trouve qu'ils ont été balancés un peu trop vite dans l'histoire, ils ont disparu de façon un peu trop gênante, et disons que c'était vaguement acceptable la façon dont ils ont été réintroduits, c'était pas sensationnel mais vaguement acceptable. Sympa de les voir, quoi. Voilà, ça changeait un petit peu de ce qu'on avait du début, depuis le début de la saison 5. Depuis quasiment 2 saisons et demie, presque, où, où on n'en a rien à foutre des persos secondaires, où c'est juste nos persos principaux, tout est centré sur eux, sur eux, sur eux, sur eux. Les persos secondaires sont juste là pour faire tapisserie, et ça fait plaisir de voir qu'on s'intéresse un peu à ces persos secondaires-là, qu'on se réintéresse à des persos qui étaient avant. C'est sympa à voir, même si ça aurait pu être fait de façon moins maladroite que ça, mais ouais, j'ai apprécié ça. Et malgré le fait qu'il y a pas mal de moments que j'ai trouvé un peu bof, c'était un épisode plutôt sympa à suivre. Pas sensationnel, mais pas trop mal. Voilà. Donc reste à voir comment seront intégrés ces nouveaux persos qui ont été réintroduits dans la suite. J'espère que ce sera bien. Et on verra bien un petit peu comment ça se poursuit dans l'épisode 10. A très bientôt, au revoir!